Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette édition de ce vendredi 3 février 2023, toutes nos excuses pour ce retard. Nous démarrons par les titres. Les grandes activités du ministère du numérique et de la digitalisation prévues pour l'année 2023 ont été dévoilées ce jour. C'était au cours d'une cérémonie conduite par Madame la ministre. Vous aurez le développement dans quelques instants. Et puis, au cours du Conseil des ministres de ce 1er février 2023, le gouvernement a annoncé des tests d'ADN pour identifier certains des corps des victimes du drame de Dassa Zoumé. Nous vous proposons un reportage sur le mode d'emploi d'un test d'ADN et les implications du psychologue dans le processus. Et puis, à Parakou, les activités du lycée technique agricole 4DK ont été lancées officiellement ce jour. Objectif, former des techniciens agricoles compétents et compétitifs, prêts à l'emploi. Les détails, c'est à retrouver dans quelques secondes, mesdames et messieurs. À nouveau, merci pour votre fidélité. Nous démarrons cette édition par ce qui fait l'actualité, les accidents de circulation qui continuent de se produire de plus en plus, l'une des causes de mortalité de la population active au Bénin. Que peut-on donc faire en tant que victime ou témoin lorsqu'on se retrouve face à une telle situation? Les réponses, c'est avec Ruth Aurore dans cet élément. L'excès de vitesse, l'état des engins 2, 3 et 4 roues, des routes ou encore l'état de la personne humaine sont souvent cause des accidents de circulation sur nos voies. Des accidents qui conduisent très souvent à des dégâts matériels, des pertes en vies humaines ou de graves blessures. Dans certains cas, cela provoque un état de choc chez la victime. Tout juste après l'accident de circulation, il y a ce que nous appelons l'état de choc. Oui. Vous pouvez être en état de choc sans même le savoir. D'accord. Et il y a des signes pour pouvoir évaluer cela. Déjà, lorsque vous êtes en état de choc, vous avez la sueur. Il y a la pâleur de sa peau, la couleur de la peau. La peau peut être pâle. L'intéressé peut être en train de s'exprimer, mais va divaguer. Et lorsqu'on est victime conscient, la norme recommande d'observer un certain comportement. Donc, le tout premier réflexe, c'est déjà c'est d'être calme. Si vous êtes assez conscient pour pouvoir prendre les choses en main, c'est d'appeler une personne ressource, sinon une personne contact. Mais au cas où l'on est témoin d'un accident, il est conseillé de pratiquer le pas qui consiste en réalité à protéger, alerter et secourir la victime. Celui qui veut pratiquer le pas, nous l'appelons le secouriste. Et secouriste, celui-là qui maîtrise un ensemble de gestes pour porter efficacement secours sans aggraver l'état de santé de la victime. Je ne vais pas venir au secours de quelqu'un qui a peut-être une fracture et à la fin de mon secours, ce dernier-là perd un membre. Ou bien perd le membre qui est fracturé. Pour la grande majorité, la protection commence toujours par la foule qu'il faut écarter. Parce qu'on est habitué, ici au Bénin, lorsqu'il y a collision, lorsqu'il y a choc, lorsqu'il y a dommage... D'aller voir de quoi il s'agit. Voilà, il y a les curieux, il y a ceux qui vont pour diverses raisons. Oui. Donc, lorsque vous écartez cette foule-là, vous devez forcément baliser. Baliser, pourquoi? Parce qu'il faut éviter le suraccident. Ce n'est pas parce qu'il y a accident de la circulation que nous allons empêcher les usagers de cette voie-là de pouvoir vaquer à leur occupation. Et je fais tout ça là avant d'aller vers la victime elle-même. Et quand j'y vais, les normes nous recommandent d'appeler la police. Et pour faciliter le travail de ces derniers, je dois matérialiser. Tout ceci parce que lorsque je vais toucher ma victime, il ne faudrait pas qu'en retour, qu'on me dise que j'ai aggravé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, pour les services de constat, ils sauront que voilà la position initiale de la victime avant que qu'on ne puisse la toucher. Et lorsque je matérialise, j'arrange et je dégage la victime. Le dégagement n'étant pas obligatoire, c'est à moi d'évaluer. Donc voilà comment je finis la protection. Très bien. Alors, au niveau de l'alerte, il y a des services qu'on doit appeler. Je prends le cas des sapeurs. Si j'appelle les sapeurs, il y a des informations que je dois pouvoir apporter.
On dit souvent que le message doit être clair, précis et concis. Je ne dois pas divaguer. Je prends notre cas ici. Je dois situer la zone, situer l'endroit où l'accident a lieu. Pour que les services en venant qui ne se perdent pas. Parce que tout ça là entre dans la rapidité en fait de l'équipe à se porter donc sur les lieux. Voilà. Et si c'est que je dois le faire par personne interposée, je dois attendre forcément le retour. Je demande à quelqu'un d'appeler. Ce dernier doit pouvoir me dire « Ah, je l'ai fait, ils sont en cours de route. » Sinon, nous serons là, mais personne ne viendra. Nous pouvons alerter aussi les autorités politico-administratives, la police pour le constat, les parents de la victime. Pour réduire donc la fréquence des accidents de circulation, la CNSR a mis en place un processus de vérification de l'état des engins. Il y a les techniciens qui inspectent le véhicule, c'est-à-dire le système de freinage, les feux, l'éclairage, tout ça là, on essaie d'inspecter, de te donner l'autorisation. S'il y a un élément qui est défaillant, on te dit d'aller réparer et venir prendre la certification de la vie technique. Le respect du code de la route et la visite technique sont des éléments non négligeables dans la lutte contre les accidents de circulation sur nos routes. L'accident survenu à Dassazomé le dimanche dernier a provoqué d'énormes dégâts chez les parents des victimes. Le choc est toujours présent, surtout ceux dont les corps sont encore non identifiés ou méconnaissables. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres du 1er février dernier de faire des tests d'ADN afin de déterminer ces différents corps. Mathieu Bocor et Bonaventure à Loyon nous amènent dans le monde psychologique de l'accompagnement et de ce que c'est que les tests d'ADN. Nous sommes le dimanche 29 janvier 2023 quand un bus de la compagnie Baobab Express reliant Parakou à Cotonou est entré en collision avec un camion. Le choc a entraîné plus d'une vingtaine de blessés et des passagers calcinés non identifiés. C'est choquant. Tout d'abord, c'est violent quand on voit l'image sur les réseaux. Vraiment, c'est pas la joie. L'une des plus grandes mesures prises par le gouvernement est la mise en place d'une cellule de crise pour informer et soutenir les parents des victimes. Cette cellule est installée à Cotonou, à Dassazomé et à Parakou. Nous sommes face à un événement traumatique ici. Donc, qui parle d'événement traumatique parle de choc émotionnel assez important. Et il y a ce qu'on appelle en psychotrauma les victimes indirectes. Donc les victimes directes sont ceux qui ont vécu l'accident, il y a d'autres qui sont morts et autres. Et les victimes indirectes sont ceux qui l'ont vécu par truchement de ceux qui l'ont vraiment vécu. Donc ces victimes indirectes ont vraiment besoin, donc ces parents et proches ont vraiment besoin d'un accompagnement psychologique. Qu'est-ce que le psychologue fera dans leur cas? Il établira un diagnostic précis de la situation et ensuite il va élaborer un parcours en fonction de chaque cas en fait. Parce que dans ce que vous oubliez ou bien ce qu'on a l'habitude d'oublier, c'est vrai qu'on peut perdre des parents, on peut perdre des amis et autres, mais on n'a pas c'est pas la même catégorie relationnelle. Donc, nous allons prendre en charge. Pourquoi je parle de prise en charge personnalisée? La manière dont nous allons prendre en charge un parent qui perd son enfant, ce n'est pas la même manière que nous allons prendre en charge un ami qui perd son ami ou un époux qui perd son épouse. Selon le Conseil des ministres de ce 1er février 2023 et du bilan fait, on note 20 personnes décédées, dont 19 calcinées. Le gouvernement décide ce qui suit. Le Conseil a instruit le ministre de la Santé en relation avec le ministre chargé de la Justice, aux fins de déterminer, par des tests d'ADN, l'identité des personnes décédées dont les corps sont méconnaissables. C'est donc dire, selon les informations recueillies, qu'il faut faire un recours à un laboratoire disposant d'une certaine expertise dans le domaine. Mais déjà, cela doit respecter un mécanisme de fonctionnement avant de procéder à tout test ADN. Selon un médecin légiste qui a préféré garder l'anonymat, il faut premièrement recueillir des échantillons. Ces derniers doivent être biologiques et appartenir à chacun des sujets dont la preuve doit être établie. Généralement, c'est un frottis buccal qui est effectué. Il consiste
en une extraction par voie directe de fluides buccaux. Cependant, il peut arriver qu'à défaut de ces fluides buccaux, on utilise de fluides corporels comme le sperme, la transpiration, l'urine, le sang ou encore des parties du corps comme les ongles, les cheveux, parfois même des objets utilisés par le sujet candidat au test. Suivront l'étape de l'analyse des échantillons et la formalisation du test. Dans tous les cas, les implications des psychologues pour les tests ADN s'avèrent nécessaires et indispensables. La démarche du gouvernement est très importante dans leur prise en charge même. Dans la prise en charge, à ce qu'on appelle le travail de deuil en psychologie. Lorsque quelqu'un fait face à un deuil, il y a un accompagnement conscient et volontaire qu'on appelle le travail de deuil. Le processus de deuil, parmi les procédures de deuil, il y a plusieurs étapes dans le processus de deuil. Le choc émotionnel et autres, le déni, la colère, la douleur, l'acceptation, la résignation d'abord, l'acceptation et ensuite la reconstruction. Pour faciliter ces étapes de deuil-là, il y a ce qu'on appelle le travail de deuil, comme je disais, que nous faisons avec le psychologue, avec l'aide du psychologue. Voilà, quand ces personnes-là ont été identifiées, voilà, même si on n'a pas pu mettre un visage sur le corps, au moins l'État permettra de mettre un nom quand même sur le corps. Ces personnes-là verront ce qu'il reste de la dépouille de leur père et pourront maintenant, à leur manière, selon leur tradition, selon leur rite, ils pourront mener à bien ce qu'on a le départ, le détachement avec cette personne-là. Pas le détachement avec les souvenirs, mais le détachement physique avec cette personne-là. D'abord, ils pourront se rendre réellement compte que vraiment il est parti. Mon père ou ma mère ou mon ami ou autre est parti réellement. Je dois l'accepter. Et de deux, ils pourront maintenant s'investir sur le travail de deuil, commencer le travail. Parce que le travail de deuil est très important dans leur cas. Le gouvernement entend accélérer les réformes en vue de professionnaliser le métier de transporteur pour permettre la réglementation sur la qualité des parcs automobiles des véhicules répondant aux normes. Autre élément dans cette édition, la ministre du numérique et de la digitalisation a rendu public les grandes activités de son département pour l'année 2023, nous le disions en titre. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu ce vendredi. Mathieu Bocor et Paul Estessa aussi nous font le point. Les acteurs de l'écosystème du numérique informés de la feuille de route et les différentes activités prévues pour 2023. Bien avant, la ministre du numérique et de la digitalisation dans sa présentation est revenue dans un premier temps sur l'exécution de l'agenda 2022. En 2022, pour vous donner quelques éléments de réalisation que nous pouvons donc citer, nous avons effectivement, comme chaque année, mis l'accent sur les infrastructures. C'est la composante essentielle ou indispensable pour une transformation numérique, on le sait, surtout si nous la voulons en profondeur et durable. Nous avons noté une évolution dans le taux de pénétration de l'Internet, puisque nous suivons nos indicateurs année après année. Et je suis encore heureuse de constater que selon donc les chiffres prévisionnels de l'ARCEP, le secrétaire exécutif aussi est là au quotidien, nous avons une évolution en termes de pénétration de l'Internet avec le fait d'être passé aujourd'hui à un taux de près de 75% de pénétration. Et si on prend en termes d'abonnés uniques, vous savez, il y a des phénomènes de double en termes d'abonnés uniques, on est autour de 50%. Le gouvernement a pu mettre à la disposition du consommateur une couverture maximale en matière d'extension des réseaux. Pour l'année 2022, on peut aussi noter des investissements venant des opérateurs mobiles et fixes. Vous savez que nous avons, par exemple, avec les opérateurs mobiles, je l'avais dit à un certain moment en 2022, pris de façon proactive l'action de couvrir certaines zones frontalières. Et je salue ici l'engagement de ces opérateurs, MTN Move, qui ont accepté de considérer cette préoccupation qui était la nôtre et donc d'accompagner le ministère du numérique
dans l'extension au niveau des zones frontalières. Et ensuite, nous avons eu le lancement d'un troisième opérateur mobile qui est également venu avec son réseau qui a permis aussi d'étendre la couverture, de densifier pour le bonheur des populations. D'autres acquis énumérés, le déploiement de l'Internet haut débit sur l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre de l'administration intelligente, la généralisation du e-commerce, de l'usage du numérique par l'éducation, la promotion et le développement de contenus numériques. Concernant l'agenda 2023, il est élargi aux partenaires. L'année 2023 dans laquelle nous sommes, ce que nous avons prévu dans les grandes lignes évidemment, nous allons continuer à travailler sur le cadre réglementaire, aussi bien relatif au code du numérique que la loi sur la radiodiffusion numérique. La protection du consommateur dans ce monde, cette ère numérique. Donc tous ces cadres réglementaires-là, nous continuons à travailler dessus. Le maître mot cette année, au niveau du ministère, nous avons en tête de mettre en œuvre à travers les structures opérationnelles et aussi vis-à-vis de vous, les impacts d'un vrai passage à l'échelle. Nous avons eu beaucoup de projets, on a mis en place beaucoup de socles importants, les fondations, beaucoup de services, d'applications. Nous allons renforcer la résilience, mais en même temps, nous voulons maintenant qu'on passe à l'échelle, que le numérique ne soit pas une question de quelques-uns, mais de tout le monde. Le secteur du numérique et de la digitalisation se renforce à travers des services numériques innovants et de qualité dans tous les secteurs de la vie économique. Dans le but d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous, le gouvernement a prévu dans son plan d'action différents projets dans les secteurs de l'eau, des mines et des hydrocarbures devant permettre de mieux connaître et exploiter les ressources. Ainsi, les membres de ce département ministériel se sont réunis ce 2 février 2023 pour faire le point des actions menées l'année écoulée. Ruth Wundjo et Estelle Vitruedo étaient présentes. Conseillers techniques, directeurs centraux et cadres à divers niveaux du ministère de l'eau et des mines sont réunis dans cette salle pour prendre part à la traditionnelle séance annuelle de bilan. Il est inscrit à l'ordre du jour la présentation des réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans ce département ministériel. Ces réalisations sont entre autres l'achèvement des études techniques relatives aux travaux de réalisation des piézomètres, la réhabilitation du réseau du bassin de l'OME et du réseau piézomètre du bassin sédimentaire côtier, l'aménagement de 145 hectares de périmètre irrigué en aval des 10 barrages, l'achèvement et la réception des travaux de construction de 3 abreuvoirs et de matérialisation du couloir de transhumance. Dans le domaine des mines et des hydrocarbures, la poursuite des procédures pour la réalisation des travaux de construction des dépôts de stockage des substances explosives à usage civil, la poursuite et la reconnaissance des gisements de pierres ornementales, la restauration et la réhabilitation de 2 sites de carrières d'exploitation de substances minérales, la dotation de matériel roulant et équipements en vue d'un meilleur suivi des activités minières et pétrolières, la mise en évidence de nouveaux indices d'or et de lithium sur toute l'étendue du territoire national. Des efforts dans le secteur de l'eau et des mines dans notre pays sont toujours perceptibles. Conformément au CDMT final, le budget exercice 2023 du ministère de l'eau et des mines s'élève à 85 179 817 000 francs CFA contre 74 448 532 000 francs CFA en 2002, soit un taux d'accroissement de 14,41%. À l'issue des travaux de programmation et de budgétisation, la répartition des crédits par programme se présente ainsi qu'il suit. Programme pilotage et soutien, 1 792 414 249 francs CFA. Programme eau, 81 516 406 100 francs CFA. Programme mine, 1 870 997 106 francs CFA. L'exécution de chacun de ces programmes sera guidée par les principes clés que sont la gestion axée sur les résultats et sur la performance, la résilience et la transparence et l'éthique. Pour aboutir à de meilleurs résultats, les différents cadres à divers niveaux rassurent et se disent disponibles à effectuer les différentes tâches qui leur seront confiées.
L'année 2023 doit voir l'accélération de tous les chantiers. C'est pourquoi nous prenons l'engagement de redoubler d'ardeur, mieux que par le passé, sous votre coordination générale bien sûr, au fin d'une gestion rationnelle et durable des ressources minières de notre pays, d'une meilleure gestion des actifs pétroliers et d'un meilleur suivi et contrôle des infrastructures de distribution et de transport des produits pétroliers, d'une mobilisation accrue des retombées de l'activité minière et pétrolière, d'accélérer l'accès à l'eau potable aux populations, mais aussi l'eau pour tous les usages. Tous les regards sont donc tournés vers l'ensemble des actions qui seront engagées cette année pour relever le défi majeur du secteur de l'eau, des mines et des hydrocarbures. Lancement officiel des activités du lycée technique agricole KDK de Parakou, c'était ce jeudi 2 février, né de la vision de l'entrepreneur agricole et promoteur de la FEM KDK, Charles Toko. Le lycée a pour objectif la formation des techniciens agricoles compétents et compétitifs, prêts à l'emploi. Et ce lycée propose une diversité de filières de formation, comme nous l'apprend ici Léon Batouero dans ce reportage. Bon, 1, 2, 3. C'est une opportunité qui s'offre désormais aux jeunes et adultes du Bénin avec la création du lycée technique agricole KDK, un centre qui ouvre ses portes dès le 13 février prochain à Parakou, où ils peuvent se faire former dans différentes filières et être des entrepreneurs avérés, comme son promoteur Charles Toko, l'un des meilleurs entrepreneurs agricoles du Bénin. Le lycée technique agricole KDK, un pur produit de la ferme KDK. La ferme KDK, à l'heure où je vous parle, dispose de plus de 20 000 poules pondeuses. Aucun lycée technique ne l'a. Nous sommes deuxième en matière de production avicole. La ferme KDK est la première ferme en matière de production de porc. La ferme KDK est numéro 1 au Bénin en matière de production de lapins. Nous sommes les numéro 3 en matière de production de miel, soit environ 2000 litres l'année. Alors tout ceci fait que aujourd'hui, nos élèves, nos lycéens, n'iront pas en stage quelque part. Ils sont en stage permanent sur la ferme. Nous allons vous offrir des cadres prêts à l'emploi. Le lancement officiel des activités du dit lycée est l'occasion d'en savoir plus sur l'intérêt de se faire former ici. Le lycée technique agricole KDK forme en 4 années des agents techniques du développement rural capables de s'installer à leur propre compte dans les centres d'intérêt ci-après. Production végétale et sauvegarde de l'environnement. 2. Production animale et protection de l'environnement. 3. Nutrition et technologie alimentaire. 4. Aménagement et équipement rural. 5. La foresterie. 6. La pêche et l'aquaculture. Situé au quartier Okedama, sur le site de l'ancien Monemba, le lycée technique agricole KDK dispose de commodités requises pour la formation des apprenants. Le LTA KDK dispose d'un local aux normes pédagogiques, d'un laboratoire équipé d'ordinateurs, de connexion Internet et d'écrans de projection et une cantine contrôlée. En somme, l'apprentissage dans ce lycée est une formation accomplie en 4 ans pour s'autonomiser et contribuer à l'essor professionnel des filières de l'agriculture au Bénin. L'enseignement technique est devenu aujourd'hui une réalité dont nul ne peut se passer, quel que soit le secteur au sein duquel l'on opère et quel que soit l'endroit où l'on se trouve. C'est un enjeu majeur dont le gouvernement de notre pays est conscient et qui est donc inscrit au centre de ses préoccupations. Pour rappel, le dernier Conseil des ministres a décidé de la construction ou de la réhabilitation de plusieurs lycées techniques agricoles et d'écoles de métiers. Le lycée technique agricole donne la possibilité aux apprenants d'être dans un style d'externat, mais aussi a prévu l'internat pour les apprenants qui viennent des localités lointaines.
De la cité d'Akoboro, nous nous rendons à Bomé. À Bomé qui a abrité ce mercredi le séminaire d'évaluation de la campagne médiatique des législatives du 8 janvier dernier. Y ont pris part le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, les conseillers et cadres de l'institution, professionnels des médias, société civile et tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. C'est l'Equador nous fait ici le compte-rendu. Relever les forces et faiblesses de la campagne médiatique des législatives de janvier 2023, organisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est à cet exercice que ces acteurs impliqués dans le processus électoral ont été conviés. Une évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul et mettre un constat sur une situation et prendre des décisions au regard des objectifs de départ et des finalités de l'action. Ainsi, ce séminaire d'évaluation de la gestion de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier 2023 n'est donc pas un séminaire de trop. Présent à ce séminaire, le président de la RAC a invité les participants à faire des propositions concrètes en vue d'une gestion plus efficace de la campagne médiatique les fois à venir. Je voudrais souhaiter que chacun de nous s'investisse vraiment dans les travaux en atelier qui vont démarrer pour une très bonne évaluation de ce que nous avons pu faire ensemble pour en dégager les forces et les faiblesses. Surtout les faiblesses, pour proposer des mesures correctives et faire encore mieux pendant les élections à venir. Les constats faits par la Sénat et le ministère de la Justice ont été présentés à l'assistance. Il faut dire que le suivi médiatique rigoureux de la campagne nous a échappé. Il faut dire les choses comme elles sont. Cette fois-ci, nous avons été limités, car sans ressources ni partenaires pour le faire. Nous envisageons pour l'avenir de mettre en place une réelle équipe de veille médiatique, comme ça a été le cas en 2016 avec l'aide de l'Union européenne. Le ministère a relevé une insuffisance relative au non-renouvellement des cartes de presse de certains journalistes. Dans ce sens, le ministère de la Justice recommande à la RAC de se conformer aux dispositions réglementaires si éventuellement c'était encadré pour l'avenir. À l'issue des travaux, des recommandations ont été faites pour une amélioration des prochaines campagnes médiatiques. Et voilà, c'est ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de nous retrouver sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur notre site internet www.etelebénin.com, sur notre page Facebook ETélé Bénin, sur notre compte Twitter ETélé Live, sur notre page, sur notre compte YouTube, bien sûr, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, et puis en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.